Politiquement incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Et on est très content de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Nouvelle émission, nous sommes le 2 avril 2015 et c'est reparti. Et oui, et phénomène assez marquant, il fait encore jour au début de cette émission, vous le savez, nous avons changé d'heure, si vous ne l'avez pas encore fait c'est grave, donc voilà, il est bien 18h50 et nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission ce soir, de débat, de politique, de polémique peut-être, nous verrons. Nous reviendrons dans cette émission sur deux sujets, nous parlerons de deux sujets, nous reviendrons premièrement sur les élections départementales qui se sont déroulées le week-end dernier et le précédent. Nous reviendrons sur les résultats, les grands enseignements, que ce soit au niveau national, mais également au niveau local. Et puis, nous parlerons Moyen-Orient. Qu'en est-il de la situation au Moyen-Orient ? C'est la question à laquelle nous répondrons avec différentes études de cas. Je pense notamment, si je ne dis pas de bêtises, au Yémen, à l'Iran, mais également au Nigeria, puisqu'il y a eu des élections présidentielles. Nous en parlerons. Avec moi ce soir pour débattre, nous débuterons par Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. Nous aurons également la présence d'Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir à tous. Ah, je ne sais pas pourquoi on t'entend pas. Bonsoir à tous quand même, mais c'est vrai que je vous entends. Non, on t'entend pas, mais je ne sais pas pourquoi, puisque j'ai... non, j'avais pas allumé ton micro, je me suis planté. Bonsoir à tous, voilà. J'avais allumé un autre micro, je me suis trompé, c'est pas grave. Et puis nous aurons également la présence de Nico, qui est avec nous ce soir, on verra s'il intervient ou pas, mais en tout cas, il est présent dans ce studio, et qu'il n'hésite pas à contredire les propos de Marc, s'il le souhaite, ou ceux d'Hugo, ou les miens, mais ça je pense que c'est plus possible déjà. Oui, il peut tout à fait aussi les soutenir. Hein. Voilà, il peut aussi les soutenir, mais c'est vrai que... Non, c'est le sniper, là. Il va dire non, quoi que tu dises, non, il veut pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez dans cette émission, car elle est ouverte à tous. N'hésitez pas, évidemment, à franchir le pas de la maison de l'étudiant pour nous rejoindre. On vous rappelle également le Twitter de l'émission, c'est Incorrect, et le Facebook Politiquement Incorrect pour réagir, poser vos questions. N'hésitez pas. Également le mail politique@radio-rec.fr. On va débuter cette émission quand même parce que trêve de bavardage, il s'agirait quand même de présenter cette émission en commençant par les élections départementales, messieurs, qui se sont déroulées les 2 derniers week-ends. J'imagine que vous avez exercé votre devoir citoyen, votre devoir civique en allant voter, en tout cas que vous l'ayez exercé ou non, rien ne vous empêche d'avoir regardé un petit peu ce qui se passait dans l'actualité et de voir les résultats. Alors évidemment, on a entendu cette vague bleue, hein, on parle traditionnellement de vague bleue ou de vague rose, en fonction des résultats des élections. Et comme régulièrement, lorsqu'un président est en place, c'est l'opposition nationale qui emporte l'élection. Est-ce qu'on peut parler de victoire pour la droite lors de cette élection, puisque la droite a remporté, je ne sais pas, environ 70 départements, j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, aujourd'hui la majorité des départements. Qu'en sera-t-il aux élections régionales de décembre prochain, où la gauche, on le sait, a quasiment tous les départements, il n'y en a qu'un seul qu'elle n'a pas, c'est l'Alsace. Donc voilà, y aura-t-il nouvelle vague bleue lors des prochaines élections ? Y aura-t-il vague bleu marine ? Il semblerait que ces élections départementales peu propice, je dirais, au développement du Front National, la tendance pourrait se renverser lors des prochaines élections qui sont à la proportionnelle. Voilà un petit peu les grandes questions qui sont posées. Au niveau national, toujours est-il qu'on a eu, lors de ces élections, une abstention assez importante. Un électeur possible sur 2 s'est déplacé lors du premier et du second tour. Hein. Les chiffres sont grosso modo les mêmes. Un recul léger de l'abstention, me semble-t-il, lors du second tour. Donc, si on fait un petit panorama des résultats, et je vous laisserai ensuite commenter tout ça, le Parti Socialiste, 15% des voix au second tour, 25% avec ses alliés, donc un votant sur 4. La droite, évidemment, est devant si on fait l'ensemble des alliés et de l'UMP, et je pense notamment à l'UDI, par exemple. Et puis, le FN, qui, parmi les enseignements qu'on pourrait voir, perd 2 points au deuxième tour par rapport au premier. Alors évidemment, puisqu'il avait sans doute moins de candidats ayant franchi le premier tour malgré tout. Mais voilà. Ce que je pourrais donner comme analyse
Et peut-être là, je vais vous demander un commentaire et puis vous pourrez chacun porter votre analyse sur l'ensemble de ces élections départementales, rappelons-le, qui ne sont pas donc des élections nationales. Quand on regarde l'ensemble des résultats, on a quand même un éclatement des voix. Il n'y a pas finalement un parti vainqueur. Pour moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un parti vainqueur. Il y a effectivement, au niveau de l'ensemble des départements, eh bien, environ 70 départements pour la droite. Il y a effectivement ces partis de droite qui sont devant les autres. Mais quand on voit que, que le Parti Socialiste et ses alliés fait 25%, que le FN fait un score qui est à ses alentours là aussi, voilà, des scores en pourcentage de votants qui sont relativement équilibrés finalement sur le paysage politique et il n'y a pas de véritable majorité qui saurait en ressortir. Marc, pour un premier commentaire. Pour les gens, on commence dur, là, dis donc. Oui, enfin, je nuancerai un peu ton propos. C'est vrai que bon, c'est la droite qui l'emporte, mais c'est vrai que dans la répartition, il n'y a pas vraiment un parti vainqueur. Je suis là, sur ce point-là, je suis assez d'accord avec toi. Puis avec l'éclatement aussi, il y a quand même l'UDI qui rentre, il y a quand même l'UMP fait quand même des scissions intrapolitiques, intrapolitiques et interpolitiques qui sont assez représentées au niveau des pourcentages. Et comme tu rappelais tout à l'heure, quand un président est élu, c'est souvent l'opposition qui est au niveau local ou régional et là départemental qui remporte. C'est un grand principe qui doit être français, je pense, peut-être pas que français, mais en tout cas en France, ça se passe, surtout depuis Mitterrand, où à chaque fois, quand ce sont des élections, enfin, on va dire locales, j'appellerais ça locales ou régionales ou départementales, on a toujours tendance à présidentialiser l'élection, c'est-à-dire toujours dire, bah, vous voyez, la gauche au pouvoir, c'est n'importe quoi, ou la droite au pouvoir, c'est n'importe quoi, voter à l'échelon local des partis qui sont dans l'opposition, et inversement, quand un parti se porte inversement, donc on va municipaliser l'élection quand un président de droite, par exemple, se porte pas bien. On municipalise l'élection en disant, bah écoutez, nous on est des candidats de droite, mais c'est le niveau local qui est avant tout qui est représenté, c'est pas la politique au niveau national. Donc ça c'est un grand truc. Bon après, ce qui est toujours amusant, c'est toujours voir ces grands thèmes qui sortent de cette vague bleue qui sort, la droite, ça y est, puis on voit toujours ces tactiques politiques qui est plutôt ces hommes politiques qu'on voit dans les plateaux télé toujours le soir des résultats en disant bah vous voyez c'est un désaveu de la part de la gauche, nous voilà on représente l'alternance, on va changer les autres et évidemment en ligne de mire on a 2017 à l'esprit. Donc voilà, c'est une élection qui reste fidèle aux élections françaises. Quand c'est soit on municipalise, soit on présidentialise l'élection, c'est toujours la même rengaine entre les partis politiques. C'est toujours les mêmes réactions le soir et à l'annonce des votes. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est extraordinairement nouveau. Et évidemment, si un candidat de droite sera élu en 2017, ça sera la même chose. Ça sera donc, ce qui était. Et je voudrais terminer juste sur un truc, c'est que c'est vrai que les journalistes avaient à un moment dit le FN va forcément remporter des voix, le FN va être le grand gagnant. Au final, le FN ne s'est jamais n'a jamais dit qu'il allait forcément gagner ou remporter une grande proportionnalité, n'a jamais dit ça. Non, Hugo, non, on est tous. Ils ont quand même revendiqué 40% à un moment donné. Ce que je veux te dire, c'est qu'avant l'élection, peut-être qu'ils ont revendiqué, mais en tout cas, ils n'ont pas dit clairement qu'ils allaient gagner. C'est surtout les journalistes qui, autour de ça, ont pris quelques phrases en disant bah, le Front National se voit vainqueur. Donc non, il n'y a pas eu. Voilà, il faut être un petit peu. Je pense qu'il faut aujourd'hui reconnaître ce qui a été dit avant. Il n'y a pas eu d'annonce de victoire, et c'est les journalistes qui en ont fait un grand topo. Et puis c'est d'ailleurs ce qu'on voit très bien avec 2017. Ouais, bah alors est-ce que du coup les élections départementales, c'est pas un désaveu pour 2017 du FN? Donc voilà, ça reste fidèle. Ce sont encore une fois des pseudo-analyses qui font le truc et qui en fait relaient l'information telle qu'elle est relatée par les politiques. Alors, juste à la lumière de ce que tu disais, Marc, il faut aussi souligner effectivement, puisqu'on parlait de débat entre l'échelon national et l'échelon local pour synthétiser l'ensemble des élections régionales, départementales et municipales. Rappelons effectivement qu'il y a des exécutifs qui sont souvent en place dans les départements et qui subissent du coup toute cette affluence médiatique et ce débat national alors qu'ils n'ont pas démérité au niveau local. C'est le cas dans les municipales, c'est le cas également au départemental où des exécutifs locaux ont très bien agi. Et finalement se retrouvent dans des situations où c'est l'opposition qui prend du coup la place de la majorité. C'est justement ça de ce que je te disais, c'est ce grand principe français
quand un président se porte bien au niveau national, eh bien, les candidats qui sont du même parti ou sensiblement, idéologiquement, sur la même lignée vont avoir tendance à dire, vous voyez, au niveau national, ça fonctionne bien, donc votez pour nous. Quand un président ne se porte pas bien ou que sont dans l'opposition, regardez, le président au pouvoir ne se porte pas bien. Mais nous, on est sur l'échelon local. Vous voyez, c'est toujours un petit peu. En fait, c'est juste de la communication, quoi. On profite de l'échelon d'en haut en sachant qu'évidemment, l'échelon d'en haut, bon, on peut parler de redistribution et autres, enfin, des dotations de l'État au niveau régional, local, etc. Mais en tout cas, c'est toujours cette même tactique, que ça soit de n'importe quel parti, une élection départementale, surtout au niveau municipal, départemental aussi, régional peut-être autre chose. En tout cas, c'est toujours cette même pratique qui ne veut absolument rien dire. Mais en fait, à cet égard, bon, je ne veux pas faire le réactionnaire, j'y étais pas à cette époque-là, mais il disait toujours, De Gaulle, les Français sont des veaux. C'est un petit peu ça. On fait partie de dire qu'on a tendance à prendre souvent de présidentialiser les élections, et qu'elles soient plutôt locales ou non. Et ça, c'est vraiment, pas tous, heureusement, mais en tout cas, voilà. C'est une grande technique de la Ve République. Surtout qui s'est affirmé de plus depuis Mitterrand, parce qu'on a en tête les premières cohabitations qui rejoignaient la même logique dans le sens. Hugo n'avait pas l'air entièrement d'accord avec toi. Non, parce que rien qu'à voir la couleur de la carte qui nous est offerte aujourd'hui après les élections, j'ai du mal à dire que ce n'est pas une victoire assez large, assez massive, quasiment assez violente de la part de la droite. Oui, de la droite, pas d'un Mais parti. la droite qui est largement dominée par l'UMP. Alors après, bien sûr, il y a des accords, comme il existe des accords entre le Parti socialiste et les Verts. Je dirai un mot sur les Verts juste après. Il existe un accord entre l'UMP, l'UDI à droite. Après, il y a également, puisque on a une forme de scrutin assez particulière pour ces élections, un scrutin binominal, où donc on a des tickets qui parfois d'ailleurs peuvent mélanger les deux. On aura l'homme de l'UMP, la femme de l'UDI. Et des suppléants, enfin des remplaçants qui sont éventuellement d'un autre parti également. Il y a eu des alliances comme ça. Voilà, il y a des choses assez variées, assez variables. Donc je pense que l'UMP de toute façon est la tête de file de la droite française, je pense, c'est la vérité. Donc à partir de là, la victoire elle est totale pour l'UMP. Alors justement, l'UMP et ses alliés, 44,56% si on prend l'ensemble des formations de droite, exclut les formations d'extrême droite, 23% pour le Front National et les formations d'extrême droite, 32,13% pour toute la gauche, si on considère devoir faire une gauche unie pour synthétiser, parce que sinon on n'a pas grand-chose. De même, d'ailleurs, ça ferait 45,56% si on mettait le centre avec la droite, puisque généralement on a tendance finalement à déplacer le curseur, en tout cas actuellement on a tendance à déplacer le curseur du centre plutôt vers la droite que vers la gauche. Mais quand tu dis centre, tu parles du MoDem, j'imagine. Tout à fait, le MoDem et le centre d'hiver. Voilà. Oui, et je voulais rajouter un truc sur... tu parlais de la gauche. C'est pluriel. Une chose sur les Verts, notamment. Voilà, les Verts, on entend parler. On en entend à nouveau parler aujourd'hui parce que il y a le vent d'un remaniement possible, minime ou pas, qui pourrait intégrer ou non Europe Écologie au gouvernement. Mais les Verts ont fait des résultats assez nuls, ils sont présents nulle part, je sais pas si tu as le pourcentage, mais ils sont minables. On a Europe Écologie Les Verts en tant que parti qui a fait 0,16% des binômes, donc voilà. Mais on a également, on retrouve Europe Écologie Les Verts dans des binômes de divers gauche, j'entends par là des 4,48% notamment des divers gauche. On les retrouve également dans des binômes du front de gauche parfois peut-être également. Oui, notamment ici à Champs-sur-Marne. On doit être en grosso modo, eux ils seraient dans divers gauche, mais on les retrouve grosso modo autour de, même ils font partie d'une masse de 5% à peine, avec les formations qu'on peut qualifier d'extrême gauche ou de divers gauche en tout cas. Et c'est ça qui est assez surprenant, c'est que outre je crois que le pain est prêt. Outre la défaite du Parti Socialiste, le PS s'appuie dans sa défaite sur un allié qui lui aussi se retrouve dans la défaite. Donc c'est un peu une alliance de losers, mais de circonstances. Alors c'est un peu triste tout de même. Et autre chose qui m'a particulièrement marqué lors de cette élection, on parle souvent du traitement médiatique. Moi, j'ai trouvé assez effrayant tout le ramdam, comme on dit, autour du Front National. C'était
on allait voir dans chaque patelin comment... Le Front National se débrouillait. voilà. Rappelons qu'il a été reproché au Front National, et certainement à juste titre, et c'est pour ça que j'en fais part, d'avoir un programme finalement uni sur l'ensemble du territoire, des candidats qui ne connaissaient pas les territoires dans lesquels ils intervenaient. Le Front National a également, alors c'est pas pour taper sur le Front National, mais c'est donner quelques éléments quand même, avait un certain nombre de candidats qui étaient âgés de plus de 80 ans, qui est relativement intéressant à observer, hein. Je sais plus, ça se chiffre, me semble-t-il, en centaines de candidats âgés de plus de 80 ans. C'est montrer un petit peu aussi, voilà, le FN se vantait quelque part d'avoir mis des candidats dans tout, dans quasiment tout, dans tous les cantons finalement. Bon, faut aussi voir la réalité des choses. C'était un programme évidemment pour installer le Front National sur ce genre d'élection où d'habitude il n'était pas forcément. Bon, le résultat, chacun en fera sa propre idée, mais c'est vrai que voilà, il a été reproché au Front National une certaine indélicatesse finalement, hein, de se présenter sans connaître le territoire, de ne présenter aucune réforme de territoire réellement, et éventuellement, lorsque ça a été le cas, et c'était le cas notamment en Seine-et-Marne, où le Front National proposait de renforcer la sécurité des établissements en envoyant des moyens humains dans une élection départementale, sachant qu'évidemment ce n'est pas la responsabilité du département de pouvoir procurer ce genre de choses dans les collèges. Donc des promesses qui n'étaient même pas de la compétence du conseil départemental qui ont été faites, donc une certaine méconnaissance finalement à la fois du terrain et des institutions en question. C'est intéressant que tu dis ça parce que Marc, au début de son analyse, soulignait le fait que l'on avait tendance à se tromper d'échelle au moment du vote, où on présidentialisait l'échéance électorale. Bah là, c'est même les candidats qui vont jusqu'à présidentialiser l'événement. Et c'est assez, comme tu le dis, assez triste finalement de voir ça. Parce que, d'une part, de par leur minorité, seulement deux députés RBM présents à l'Assemblée et un sénateur, il me semble, très peu de poids législatifs, et finalement, voilà, ils vont pas avoir ce relais sur le terrain ne va pas avoir de soutien gouvernemental et du haut de l'État. Précisons Et RBM, au-dessus. Rassemblement Bleu Marine, évidemment. Marc, sur cette question, alors très rapidement, et puis après nous passerons aux résultats davantage locaux. Voilà, le Rassemblement Bleu Marine, toute cette émulation autour du Front National dans les médias, la dédiabolisation, la fameuse dédiabolisation, dans un contexte où finalement on commence petit à petit à voir les résultats des élections municipales de l'année dernière et des élections européennes, où on se rend compte finalement que le Front National est un parti comme les autres, dans lequel il y a des magouilles, dans lesquels il y a des personnes qui sont condamnées. Ça commence à sortir de plus en plus, et ça a commencé un petit peu à sortir au moment de ces élections départementales. Oui, bah c'est voilà, il faut en tout cas, bon, il y a un bilan, il faut le regarder, c'est normal. Et là, les journalistes font un petit peu leur travail, ce qui est normal. Mais c'est vrai que le Parti national, je pense, est un parti qui, comme Le Front National, oui. j'ai dit quoi, Le pardon? Parti national. Pardon, excuse-moi, le Parti national, allez. Bref, non, je vais pas continuer le truc, c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est un parti qui, étant donné qu'il monte, les journalistes le font monter aussi également, qui explique qu'il soit épié, regardé. Enfin, c'est normal, je veux dire. Le FN n'a pas à se plaindre d'être épié. C'est-à-dire, s'il veut être un parti, puis Marine Le Pen dit que c'est un parti comme les autres, il est normal que derrière, les journalistes soient un petit peu dans l'ombre des Enfin, partis. Marine Le Pen joue sur le fait que c'est un parti peut-être comme les autres, c'est-à-dire qui pourrait gagner les élections, mais elle ne veut surtout Voilà. pas être comparée aux autres, Non, et non, notamment bien sûr. la Mais fameuse, UMPS. voilà, le fameux UMPS. Non, bien sûr. Non, pour elle, c'est un parti comme les autres, c'est normal. Au niveau républicain, démocratique, tout ce qu'on veut, c'est un parti comme les autres. Évidemment, elle ne se compare pas aux autres partis, mais étant un parti qui se veut comme les autres, donc possiblement élu en 2017 ou possiblement prenant des voix pour les départementales, c'est normal qu'il soit regardé. Ça, c'est logique, je veux dire. Puis c'est voilà, être un grand parti maintenant, c'est forcément subir, être regardé, analysé, épié, tout ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire sur le Front National, c'est que il y a tellement eu une montée d'adrénaline sur ces élections départementales que le Front National, je persiste et signe, n'a pas émis de signe comme quoi il allait forcément gagner. C'est la machine médiatique qui s'est emballée et qui a fait croire et qui a laissé penser que la vague bleu marine allait être exceptionnelle au niveau départemental. Ça ne l'a pas été. Voilà, donc il n'y a pas énormément de choses à voir. C'est-à-dire que maintenant, il faut attendre. Étant un parti qui, étant magouillant comme tous les autres partis, étant un parti qui aujourd'hui peut être représenté et peut-être plus suite aux prochaines élections, il faut attendre de voir ce qu'il donne. Mais
c'est vrai que sur la gestation, l'organisation, c'est un parti qui reste comme les autres et c'est un parti qui subira les mêmes pressions que si jamais il s'impose au niveau national, c'est tout. Alors, tu parles de perspective des prochaines élections, on en a parlé un petit peu également. Si on regarde un petit peu au niveau de l'Île-de-France, cette élection, eh bien, l'UMP gagne du terrain avec la Seine-et-Marne notamment. Nous y sommes ici à Champs-sur-Marne. Plus de départements à droite qu'à gauche dorénavant, alors que c'était l'inverse jusqu'à présent. Avec une question pour les élections régionales, c'est qu'évidemment, il y aura les électeurs de Paris qui viendront s'ajouter, puisque Paris est un département commune, donc les élections ont lieu au municipal et pas au départemental. Donc, une question de ce côté-là. Un bilan, évidemment, que la gauche devra défendre au niveau de la région. On le sait, va intervenir à la rentrée prochaine le pass Navigo unique, ce genre de réforme qui, quand même, rencontre plutôt un succès. Mais voilà, tout ce bilan sera évidemment à confronter à la prise en compte de la situation nationale dans le vote de la future élection au mois de décembre. Nous en avions parlé lors d'une précédente émission. Pas de réaction particulière, si Non, Hugo? simplement de dire que tu le signalais au début de l'émission, en métropole du moins, il y a seulement une région qui est présidée par l'UMP. Ça risque largement de changer. Je ne sais pas si la carte sera aussi bleue qu'elle Avec l'est des pour nouvelles régions en plus, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de véritable point de comparaison, puisque nous aurons des grandes régions qui Voilà. vont être mises en place lors des prochaines élections. Après, on peut commencer à faire je suppose que ça a déjà été fait, des simulations à partir des votes sur les départementales, coller les départements aux nouvelles régions et voir les tendances assez facilement. Rappelons que les élections régionales se font en un seul tour, puisqu'elles se font à la proportionnelle. Alors voilà, juste si tu peux le rappeler rapidement. Bah ça y est. Ouais, simplement, d'accord. Non, Voilà, je sais pas, elles se font à la proportionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on donne. parce que c'est un scrutin quand même. C'est un scrutin de liste, donc il y a des têtes de liste. Eh bien, il y a élection. Enfin, chacun vote pour une liste dans l'isoloir. Vous mettez votre bulletin et l'ensemble des bulletins donne un score. Et le parti majoritaire obtient généralement la moitié des sièges plus une certaine proportion. Et chaque parti, en fonction des résultats et en fonction de l'ordre, reprend une partie des sièges pour qu'il y ait une opposition. C'est là qu'effectivement on trouve le plus souvent des candidats FN, puisque d'habitude c'est un parti marginalisé, et que cette marginalisation fait que comme le FN obtient des pourcentages de voix, eh bien il obtient un pourcentage de sièges. Ce qui n'est évidemment pas favorable au FN, ce sont des élections comme celles qui viennent de se produire, où on élit une ou deux personnes, mais je veux dire, il y a qu'un seul binôme qui est sorti vainqueur dans chaque canton. Et dans ce cas-là, il y a généralement plus de votes en faveur de l'autre candidat que celui du FN, puisqu'on connaît évidemment le rejet envers ce parti. Donc voilà. Et c'est pour ça que très peu finalement de conseillers départementaux sont des conseillers FN, parce que généralement le candidat qui était en face l'a emporté. Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, juste pour le signaler, les dernières élections qui avaient eu lieu, les élections européennes, étaient des élections à résultat proportionnel. Tout à fait, et c'est pour ça que le FN obtient davantage de sièges. Ouais. Sur l'aspect départemental, avant de passer à notre autre sujet de ce soir, la Seine-et-Marne a donc basculé à droite, une débâcle notamment pour certains conseillers de la gauche qui était, donc la gauche était majoritaire. Gérard Reude notamment, Torcy, s'est fait éliminer au second tour par le candidat de la droite. Il était vice-président du conseil général. À noter quand même la réélection de Vincent Eblé, qui était le président sortant du conseil départemental, du conseil général de Seine-et-Marne. Élection un petit peu controversée, j'ai envie de dire, puisque Vincent Eblé était seul candidat au second tour. Maud Talley pour le Parti communiste et donc du coup son binôme se sont retirés de la campagne dans l'entre-deux tours pour laisser la place à Vincent Eblé. Maud Talley qui a donc précipité finalement la chute de son binôme. Le candidat Europe Écologie Les Verts n'est absolument pas d'accord pour se retirer, mais de fait, le retrait de candidature de Maud Talley entraînait également la sienne. Donc du coup, l'ancien président du Conseil général a été réélu dans son nouveau canton, mais ne pourra plus être président du Conseil général, puisque c'est la droite qui a davantage de sièges à l'Assemblée, plus d'une trentaine, je crois, sur près de 40. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui a eu lieu le troisième tour, le fameux troisième tour, c'est-à-dire l'élection du
du président de ce conseil général, qui sera Jean-Jacques Barbeau. Le nouveau président de ce conseil sera entouré de 11 vice-présidents qui auront pour thème la solidarité, les collèges, l'enseignement. On retrouve les principaux thèmes. Une équipe, me semble-t-il, à ma connaissance, un peu resserrée, moins de vice-présidents qu'auparavant, certainement dans le cadre des économies budgétaires qui sont imposées au département, et puis souvent ça fait bien en ce moment de réduire. Une parité quasiment, puisqu'il y a 6 hommes et 5 femmes, donc on est à une parité quasi, enfin, on peut pas parler de parité dans ces cas-là, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas parité parce qu'il y a 11 vice-présidents quelque part. Donc voilà, une parité de l'exécutif qui se fait même à droite du coup, et qui n'est plus seulement la panachée du gouvernement de la France. Mais tu parles de parité, justement, c'était une des données qui est ressortie de ce 3e tour de l'élection. On a donc dû élire les nouveaux présidents de départements, de conseils départementaux, comme on les appelle maintenant. Et il s'est avéré que seulement 10 femmes sur 100, donc 10% des présidents sont des femmes. La parité n'est donc pas entière pour maintenant, Marc. Ah non, mais même personnellement, cette question de parité, pour moi, ça me passe au-dessus de la tête. Je m'en fous littéralement. Mais excusez-moi, hein, mais bon, le plus important, bon, la parité, d'accord, bon, c'est très bien. Mais je veux dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de regarder ça. Je veux dire, j'espère, je sais pas. S'il y a une domination, j'espère que si une femme a des meilleures idées, elle sera élue. Je sais pas si c'est une forme de domination masculine ou si parce que justement il y a les hommes ont plus de pouvoir là-dedans dans la politique et voilà. Mais faut arrêter avec cette question. En tout cas, moi je pense de question de parité, moi ça me passe au-dessus de la tête vraiment. Faut arrêter. Non, mais juste de dire une chose, c'est quand même intéressant de voir ce genre de statistiques. Voilà, de statistiques. Merci Nicolas. Parce que ça reflète une certaine réalité. Après, il y a des actions qui sont plus ou moins montées et menées, comme notamment ce nouveau scrutin, pour encourager la participation des femmes en politique, parce qu'on le sait bien, voilà, elles sont sous-représentées. Juste. Et c'est d'autant plus surprenant de voir 10% de femmes élues présidentes de conseils départementaux, quand on sait que, à l'heure actuelle, du fait de ces modifications, il y a le même nombre d'hommes et de femmes dans ces assemblées. Voilà, alors que ce n'était pas forcément le cas auparavant et que peut-être les hommes se présentaient plus facilement ou qu'il y avait moins de femmes candidates. Là, aujourd'hui, on a exactement le même nombre puisqu'il y a la parité, puisqu'ils se sont présentés en binôme. Et finalement, de ce scrutin où on a eu donc 50-50, eh bien, seuls 10% des femmes, enfin, seuls 10% des conseils départementaux sont dirigés par des femmes. Voilà, aussi discutable que soit cette réforme et ce nouveau mode de scrutin, il montre simplement que les hommes sont plus implantés dans ces réseaux-là, et donc il est plus facile pour eux, je pense, de faire jouer les amitiés. Voilà, c'est moi qui vais me présenter à la place d'un tel, etc., etc. Je pense que... Alors après, bon, c'est certainement un reste pour le moment qu'il y a du paysage, je dirais, politique, et qui, évidemment, si on veut des évolutions dans ce paysage, c'est forcément plus long. Là, on a réussi à faire rentrer... je dirais, une forme d'égalité dans cette nouvelle loi, mais il y aura effectivement du temps avant que le paysage politique change dans son ensemble, évidemment. Et le faut-il, c'est la question que Marc suggère. Bien sûr, on laisse tout à chacun répondre à cette question. On passe à notre deuxième sujet de ce soir, messieurs. Nous allons passer à l'actualité internationale et notamment à la situation au Moyen-Orient. Hugo, puisqu'on parlait élections, oui. Oui, tu souhaitais peut-être tempérer l'idée Moyen-Orient. Voilà, effectivement. On commence sur le Nigeria. On commence sur le Nigeria. Mais voilà, sur en tout cas, on va parler international dorénavant. Et puisqu'on parlait d'élections, parlons des élections présidentielles au Nigeria, puisqu'il y a eu là bouleversement, Marc. Bouleversement attendu, parce que, alors, je sais plus, justement, je me posais la question avant de venir, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit lors de ma chronique? Est-ce que je sais plus si j'ai dit que le Nord allait gagner ou si c'est le Sud qui allait remporter encore avec good luck les pouvoirs. Je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'espère avoir dit, mais il faudra vérifier, que le Nord allait gagner. Le Nord allait gagner, on avait parlé justement de Boko Haram. Boko Haram qui reflète en fait cette grande coalition nordiste dont j'ai parlé, je ne vais pas la répéter, mais en tout cas une grande coalition nordiste de 3 ensembles ethniques qui se sont fédérés autour du candidat nordiste. Je le disais, la domination du Nord est depuis l'indépendance du pays est certaine. Je veux dire, je crois que c'est plus d'une dizaine je ne sais plus, le chiffre, je crois que c'était 12 sur 16 présidents. Bon, il y a eu plein de coups d'État.
Rojava ou énormément qui sont passés avec une grande junte militaire. En tout cas, le Nord a toujours dominé parce que numériquement, démographiquement, il est plus fort. Là, il y a l'argument Boko Haram qui est du côté des nordistes, qui n'est pas du côté des sudistes. Boko Haram n'a pas affiché, enfin c'est normal parce que le Boko Haram est constitué de Kanouris, donc qui sont des grands, majoritairement des Kanouris qui sont donc de l'ensemble du Nord. Après, le Sud n'est pas aimé par Boko Haram, donc du coup il y a eu au nord du Nigeria cette grande coalition musulmans et nordistes qui s'est opérée et qui a remporté les élections de justesse, parce que l'ensemble du Sud qui avait été fédéré par Goodluck a été quasiment au même niveau démographiquement, on va dire, en quantité d'électeurs que le Nord. Ça s'est joué, je crois, à 200 000 voix, ou non, un peu plus, je sais plus, mais en tout cas, peut-être plus, je sais plus exactement. Sur un pays où il y a quand même 5... Non, peut-être pas. En tout cas, ça s'est joué à très peu. Il faudra regarder les chiffres exactement, mais ça s'est joué vraiment à un filon, pas grand-chose, mais en tout cas, le Nord a gagné. Les nordistes ont gagné, donc Mohamedou Bahouri qui a gagné, donc on ne dit pas Bahuri, parce que j'ai entendu dans les informations dire Bahuri, le U en Afrique se prononce OU, donc c'est monsieur Bouhari, qui a remporté. Donc ce qui est exceptionnel dans cette élection, c'est qu'elle s'est passée pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, on attend peut-être des troubles qui viendront après. Le Boko Haram avait dit, il y a un premier élément à comprendre. Boko Haram avait dit qu'il ferait tout pour annuler l'élection, pour empêcher l'élection. Tout s'est passé. Comme par hasard, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé pour l'instant, c'est bien ça que je précise. Pour l'instant, rien ne s'est passé. L'élection est très récente, à date de cette semaine. Enfin, les résultats, du moins. Rien ne s'est passé. Monsieur Bouhari a été élu. Monsieur Bouhari, qui donc a fédéré le Nord, démographiquement, l'a emporté sur Goodluck. Il faut bien se souvenir, et je renvoie à la chronique que j'avais faite la dernière fois, mais qui était peut-être un peu confuse. Mohamedou Bouhari est un personnage qui, dans le paysage politique nigérian, est connu. C'est de 83 à 85, quelqu'un c'est un général qui a pris le pouvoir de 83 à 85, qui a renversé à la suite d'un coup d'État et a mis en place une junte militaire et a dominé de 83 à 85. Il a perdu jusqu'à aujourd'hui, 3 élections présidentielles. 3 élections présidentielles qu'il a perdues. Et aujourd'hui, avec cette mouvance de Boko Haram qui est rentrée au nord, qui est soutenue, parce que Boko Haram soutient les nordistes, eh bien, il y a eu cette grande vague qui a permis de fédérer plus et du coup au nord d'être élu. Mais en tout cas, j'allais dire qu'elle est historique parce qu'elle se passe sans problème, en tout cas pour l'instant, démocratique, ou en tout cas dans l'organisation démocratique. Elle se passe normalement. C'est la deuxième fois dans le paysage politique nigérian, une autre information, où le passage de pouvoir se fait sans trouble, sans contestation des votes, en tout cas pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Donc, un vote historique. Le Nord, j'allais dire, reprend ses droits, parce que depuis l'indépendance, c'est le Nord qui domine. Donc, quelque chose qui était attendu, et on attend de voir ce qui va se passer, notamment parce que si Boko Haram est infiniment soutenu par les Kanouris, et M. Bouhari en tête, le pain est vraiment chaud, apparemment, il va falloir... On explique à ceux qui nous écoutent, on a un timer dans le studio, on ne sait pas comment il fonctionne. Je résume, le Nigeria a depuis les indépendances, une domination de la part du Nord. Et je précise aussi un dernier... Donc le Nord reprend ses droits, on va dire ça comme ça, démographiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et surtout, il ne faut pas oublier que le Nigeria est un État fédéral. État fédéral veut dire qu'il y a des États fédéraux, bien évidemment. Et si mes chiffres sont exacts, il faudra se référer à Jeune Afrique, je crois qu'il a remporté à peu près sur 32, il en a remporté 23 ou 26, je ne sais plus. En tout cas, sur les États, je ne sais plus si c'est 23 sur 32 ou 26, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il en a remporté plus de 20 sur une trentaine des États. Donc c'est quand même une victoire. Il a remporté apparemment 20 États contre 15 pour... Justement, il faut regarder sur Jeune Afrique, parce que moi j'ai encore eu un autre chiffre. Je crois qu'on était proche des 23. Mais en tout cas, il en a remporté sur 20 sur un ensemble de 35. Donc, sur un ensemble assez important. Donc voilà, le Nord reprend ses droits et voilà. Donc c'est pas vraiment, c'était attendu, mais c'est historique parce que ça se passe bien et parce qu'il y a l'élément Boko Haram en plus qui, à mon avis, a fait tourner le vent du côté des nordistes. Alors Hugo, sur cette analyse présidentielle. Oui, déjà commencer par les chiffres, t'as pas regardé? Oui, alors les chiffres. C'est ça qui m'intéresse le plus. On va les donner. C'est 2 millions, tout de suite. non? Je sais pas. Alors voilà, c'est plus 2 millions. Ah oui, pardon, 200 millions. Plus presque 3 millions entre les deux.
voilà, 2,5 millions entre les deux. Buhari ayant 15,4 millions de voix pour lui, 54%. Et Jonathan, lui, c'est 12,9 millions de personnes Ça. qui l'auraient soutenu pendant ces élections, ce qui représente à peu près 45%. Oui, déjà, première chose, c'est que Boko Haram avait dit que l'élection ne se passerait pas Parce que de la oui. meilleure des manières, parce que il y a beau avoir un candidat nordiste, un candidat du Nord, c'est pas pour autant que ce candidat du Nord soutient Boko Haram. Il l'a tout de suite d'ailleurs dit, à peine un jour ou deux après son élection, je continuerai à combattre Boko Haram. Et d'ailleurs, il s'est appuyé là-dessus pour dire que voilà, Good Luck avait fait du mauvais travail là-dessus. Limite, si Good Luck n'avait pas fait exprès pour affaiblir le Nord, parce que Boko Haram est largement plus implanté au nord qu'au sud du pays. Mais il est importé d'ailleurs au nord. C'est Oui, en voilà, partie non, mais du nord. je veux dire, Ça, voilà, sinon, voilà, voilà. sa racine est au nord, mais je veux dire, ses actions aussi se passent dans cette région-là de l'Afrique. Ce qui est très intéressant également, et puis j'appelle les auditeurs à réécouter la chronique de Marc, c'est que on a un ancien un ancien dictateur du Général, pays. directeur d'une junte militaire. Voilà, C'est il a fait un coup d'État en 83, il est resté 20 mois. près de 20 mois, près de 2 ans au pouvoir, entre 83 et 85. Il a essayé de on va dire, refaire une santé politique, après s'être un peu mis en retrait. Il s'est présenté plusieurs fois, 3 fois, et la 4e fut C'est un la succès. Mais les gens, Marc citait tout à l'heure le général de Gaulle, les Français sont dévots. Est-ce que les Nigérians sont dévots également, dans le sens où ils oublient ce passé-là, ce passé assez instable, ce passé... la junte militaire de Buhari, c'était pas non plus le Pérou. Non, il a enfermé beaucoup de gens Voilà, à l'époque. c'est ça. Attention, c'est Ouais, pas. c'est- Mais bon, je te laisse continuer. C'était une junte militaire déjà de toute façon. Déjà le et, mot, déjà et presque celle-ci déjà. n'était pas des plus tendres. Et puis, juste un chiffre que j'aimerais donner, parce qu'il m'a fait sourire par rapport à toutes les connaissances qu'apporte Marc sur l'Afrique, à chaque fois qu'on parle normalement, notamment d'élections et de politique de manière générale. Un chiffre, à Kano, c'est une mégalopole, une des principales villes du nord Nigeria. À Kano, ce candidat-là, Buhari, a remporté 89% du scrutin. 89% des gens ont voté pour lui. C'est quand même assez ahurissant de voir ces scores-là. C'est drôle, sachant que Buhari est originaire de cette ville par ailleurs. Oui. Et voilà, de voir ce déferlement de personnes allant voter pour ce candidat-là en particulier. Donc évidemment, Jonathan a fait à peine, voilà, il a fait autour de 10%. Il faudra regarder les chiffres qu'a obtenu Good Luck dans le sud et les chiffres que Baoué a tenu dans le sud. C'est risible par rapport à ce qu'il fait. Mais voilà, tu disais. Voilà, les grosses tendances sont ethno-régionales. Voilà, ethno-régionales. On va dire ça comme ça passe mieux généralement. Quand on dit ethno-régional, ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que des fois, on a tendance, et moi le premier, à être sceptique par rapport à ces réalités-là, ne serait-ce qu'à voir les résultats des élections dans certains points. Voilà, il faudrait aussi comparer selon les États aussi les Bien résultats des deux candidats. De la même manière qu'on a étudié les départements, on pourrait cette fois étudier les provinces nigérianes. Voilà, pour voir les tendances ethno-régionales, c'est super intéressant. Je vais laisser Marc répondre, juste préciser quand même, parce qu'on en parle, que l'émission dont on parle depuis le début, c'était l'émission du 22 janvier 2015, émission donc 12e émission de la saison, dans le cadre d'un coup de projecteur sur le Nigeria, les Big Three, Boko Haram et le pétrole. C'était la chronique de Marc et évidemment avec un débat. Donc voilà, les Big Three, donc tu parlais, c'était ces grands ensembles dont justement on vient d'en tirer un petit peu les conséquences. C'est les 3 grands ensembles ethno-régionaux, on peut même dire ethniques parce qu'ils sont carrément ethniquement cohérents là-bas au Nigeria. Le sud-ouest, le sud-est et le nord. Et le nord a une domination depuis l'indépendance. C'est plus d'une dizaine de chefs d'État qui se sont succédés, qui étaient du Nord, et ça se compte en unités en dessous de 5, les présidents qui étaient, comme Jonathan, qui est un Ijo, Good Luck, qui sont issus du Sud. C'est-à-dire que le Nigeria,
je veux dire que la tendance ethno-régionale, on peut dire ethno-fédérale plutôt, parce que c'est peut-être Oui. plus cohérent dans le cas du Nigeria de parler d'ethno-fédéralisme, cas qu'on retrouve également dans d'autres États, l'Éthiopie en tête évidemment, l'Afrique du Sud aussi. Afrique Ce du sont les Sud, trois ouais. ensembles, fédéraux en Afrique où on retrouve ces grosses tendances-là. Afrique du Sud avec les Soto, les Kossa et les Zoulous, en Éthiopie avec tous les ensembles. Ce qui est marrant en Éthiopie, c'est qu'un État fédéral, il y en a je crois je sais plus exactement le nom, mais en tout cas chaque État fédéral correspond à une ethnie. C'est-à-dire que ça a été fait, les États fédéraux d'Éthiopie, les États fédéraux d'Éthiopie ont été constitués ethniquement. C'est-à-dire que les noms d'ailleurs des États fédéraux sont des noms d'ethnie ou de tribus. Donc c'est tout à fait à voir. En tout cas, pour, le Nigeria est un ethno-fédéralisme qui est renforcé par plusieurs choses. Le pétrole, qui nourrit beaucoup de haine de la part du Nord depuis que Goodluck dirige le pouvoir. La situation, justement, où Goodluck a pris le pouvoir, ce qui fait que les nordistes, les musulmans du Nord, avec cette tripartition à l'intérieur qui comprend les Kanouris, notamment les Peuls, qui sont aussi répartis à partir du Tchad et aussi du nord du Cameroun. En tout cas, ce sont des grands ensembles qui, depuis l'indépendance, ça se joue à trois. Le Nord, le Sud-Ouest, le Sud-Est. Et le Nord a perdu l'élection d'un poil la dernière fois quand il a perdu contre Goodluck. Et donc voilà, donc le pétrole, cette domination du Nord depuis l'indépendance, et aussi là l'élément qui vient motiver le tout, Boko Haram. Boko Haram qui, je le répète, est un mouvement qui au Nigeria prend ethniquement, il y a une cohérence ethnique parce que c'est majoritairement des Kanouris. Kanouris qui sont du Nord, musulmans. Et alors attention, musulmans c'est en plus, je veux dire, il y a des ethnies du Nord qui ne sont pas musulmanes, mais en tout cas la majorité est là-bas, comme au Cameroun avec les Peuls ou les Fulbé on les appelle, en tout cas ce sont comme des Peuls si on veut. En tout cas, cette domination-là, les cas nigérians nous prouvent, et Hugo, je suis content qu'il ait pris l'exemple de cet État fédéral, de cet État, ça se joue comme ça. C'est l'ethnie qui fédère le plus et qui en plus est la nourrie d'éléments, j'allais dire, économiques avec le pétrole, parce que les rentes du pétrole avec Goodluck ont plus été vers le sud que vers le nord. Boko Haram qui arrive, et il y a quand même un soutien de la part des nordistes de Boko Haram, parce qu'ethniquement, ils sont quasiment comme eux. En tout cas, ils font partie du nord. Et après, il faut tirer les conséquences de tout ça. C'est-à-dire, effectivement, ethniquement parlant, le Nord domine et on voit que les résultats au point de vue fédéral montrent une domination du Nord. Après, il faut évidemment chercher les raisons de ce vote-là. Alors, il peut y avoir, je ne vais pas rentrer, ça serait plus un sujet de thèse à faire, mais en tout cas, il faut bien préciser que ce ne sont pas non plus, comme ce que disait ça, ce sont des veaux. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que Sophia Mapa, qui a écrit Les pouvoirs traditionnels en Afrique et le pouvoir d'État, a appelé l'exclusivisme. C'est-à-dire qu'il y a, et qui rejoint ça, c'est-à-dire qu'en fonction ethniquement parlant, c'est comme quelque chose de traditionnel, où on vote toujours en Afrique en fonction de sa cohérence, enfin de son identité ethnique ou tribale. Ça, c'est un point en plus. Mais après, là où ce qui est renforcé par les élections démocratiques ou fédérales, c'est qu'à chaque fois, à un moment donné, lors d'une élection, il y a instrumentalisation de l'identité. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence traditionnelle où les gens votent majoritairement pour le candidat de leur ethnie, mais il y a derrière aussi ça, les candidats qui jouent là-dessus, en inventant des fois des trucs et en jouant sur beaucoup de choses. Là, le fait que par exemple, M. Buhari joue en disant qu'il ne soutient pas Boko Haram, les gens savent très bien que c'est pas vrai. On verra bien avec le suite. Je pense qu'il est connu pour qu'il est obligé de... Mais bien sûr, il est obligé de faire avec, mais il va forcément s'allier avec. Enfin, pas s'allier directement, mais il y a forcément des passerelles entre les deux. Il va forcément... Je veux dire, ethniquement parlant, ça font partie des nordistes. Le Nigeria, le Boko Haram a toujours soutenu le nord. Mais je termine juste sur un point sur lequel j'aimerais terminer. Tu me l'as fait oublier, donc c'est pas grave. En tout cas, je voulais juste dire que au moment des élections, il y a, entre guillemets, instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on fait souvent... On dresse des grands portraits qui là ne sont plus traditionnels. C'est-à-dire des grands portraits en disant le Nord est dominé par le Sud, il faut voter pour moi. Le Nord, c'est ci, c'est ça. On est des traditions, on a une cohérence, il faut voter pour moi. Dire que si les résultats s'expliquent aujourd'hui en majorité au Nord, il y a quand même derrière tout ça ceux qui deviennent présidents ou les candidats jouent énormément là-dessus. Il y a vraiment les deux, c'est pour ça qu'il faut, je pense, un peu prendre les deux en considération. Et le Nigeria, encore une fois, est un pays qui, avec le pétrole et Boko Haram,
à donner crédit à ces grands ensembles-là. Mais en tout cas, l'ethno-fédéralisme ou ethno-régionalisme, pour ceux qui ne sont pas fédéraux, et respecter les ethnies, aujourd'hui, sur un plan politique, permettent aux électeurs d'être élus s'ils sont représentants d'une ethnie ou d'une autre. C'est comme ça que ça se passe, c'est l'Afrique. Hugo, pour une courte réaction. Oui, juste deux choses. Réagir d'abord sur Boko Haram. Je pense que le nouveau président Buhari n'a pas le choix que de combattre Boko Haram. Même si Boko Haram est très implanté, je veux dire, dans la structure même sociale du Nigeria et notamment dans sa partie nord, du fait plutôt de l'alliance qui a eu lieu, qui s'est contractée il y a très peu de temps entre Boko Haram et l'État islamique, le gouvernement nigérien n'a plus le choix que de combattre ce groupe qui est définitivement un groupe terroriste. Sûr. Même si toutes les preuves étaient là, l'alliance manifeste, le ralliement plutôt au califat ne fait que arc-bouter Boko Haram. Deuxième chose, sur le pétrole, Marc disait, et c'est souvent la question en Afrique, de la manière dont on répartit les richesses du pétrole. Il faut savoir que du fait de la crise qui a lieu aujourd'hui sur le pétrole, la baisse des prix touche directement un État comme le Nigeria. Les ressources, je veux dire de l'État, rien que de l'État, diminuent. Et on a même pensé, il faut le rappeler d'ailleurs, on a même pensé que tenir ces élections ne serait pas possible. Ces élections d'ailleurs ont été repoussées un temps, elles ont bien eu lieu, mais voilà, l'État est à sec, n'a plus d'argent parce que l'on paye de moins en moins cher le pétrole qui est produit. C'est pas particulier au Nigeria, c'est la situation mondiale. Mais le Nigeria étant un pays producteur de pétrole qui a une grande partie de sa rente, c'est un pays rentier, voilà, la plupart de ses bénéfices viennent de la production de pétrole. Les chutes courent, évidemment, l'État n'a plus d'argent. Et puis surtout, et là, vraiment 30 secondes. Et donc, juste dire une chose, quand on répartit pas grand-chose, ça fait vraiment plus rien. Ça fait plus rien, mais en tout cas, le plus rien, le plus rien va souvent du côté de l'identité du président. C'est ça que je veux vous dire. Oui, donc voilà. là, du Sud, quand c'était good luck. Mais alors, non, je voudrais juste terminer sur quelque chose. Je pense avoir mal exprimé ce que je voulais dire à propos de Mouhamadou Bouhari, pardon, j'ai du mal, essentiellement. C'est-à-dire que je dis qu'il a gagné ces élections, et ces élections ont eu lieu parce que, ethniquement parlant ou tribalement parlant, il est proche du Boko Haram, de la composition sociologique du Boko Haram de Nigeria. Je le dis, c'est-à-dire que il peut s'opposer façadement à eux, mais pour traiter avec eux, étant donné que c'est pas ses ennemis directs en tant que tels, notamment au nord parce qu'ils sont soutenus au nord, ça sera plus facile de traiter avec eux. Et je tiens à préciser il faut se méfier de ce que M. Bouhari dit, parce que au même moment où il dit je m'opposerai à Boko Haram, évidemment pour se faire élire, il a besoin de dire ça parce que dans le sud il a besoin d'être aussi avoir des voix dans le sud, parce qu'il y a quand même des migrations dans le Nigeria. Les Nordiques ne restent pas forcément au nord, ils peuvent migrer dans d'autres villes pour aller travailler notamment. Donc forcément, il y a quand même besoin, d'un point de vue politique, de le faire. Mais en tout cas, il est connu pour ses grands revirements de situation, Bouhari. Je me souviens, en 2012, il disait, étant donné que Dieu, je le traduis, étant donné que Dieu, si Dieu ne s'oppose pas, la charia sera mise en place. En tout cas, c'est la volonté de Dieu de mettre la charia, donc on ne va pas aller contre la volonté de Dieu. 2014-2015, voyant les élections arriver, je n'ai jamais dit que j'étais pour la charia. C'est-à-dire que là, on est quand même dans des périodes post ou pendant le système électoral. C'est-à-dire qu'il est obligé, pour avoir un discours présentable aux yeux de on va dire de la nation, même s'il n'y a pas de nation, l'ensemble du pays, il est obligé de nuancer et de se présenter comme, entre guillemets, un président qui respecte, un peu comme Good Luck, les grandes répartitions. Mais en tout cas, ça ne lui empêchera pas d'être majoritairement élu au Nord. Ça le démontre, c'est comme ça, c'est ethnique, c'est comme ça que ça se passe, mais il peut grappiller quelques voix au sud si jamais il présente un programme qui ira contre Boko Haram ou contre la charia, ce qui en fait ne le fera pas, parce que s'il veut traiter avec Boko Haram, il est obligé de faire aussi en fonction des volontés de Boko Haram. Donc voilà, il faut faire attention à ce qui est dit avant et au comportement
ethnique avant l'élection et au comportement judiciaire du président avant l'élection, et après analyser et après analyser vraiment qui il est, qu'est-ce qu'il dit et pourquoi il est là. Ethniquement parlant, le Nord a gagné. Le Nord est majoritaire, des alliances du Nord se sont alliées avec ce soutien de Boko Haram. Si Boko Haram aujourd'hui n'a pas empêché les élections, c'est parce qu'il sait très bien que s'il y avait une chance que Buhari soit élu, il avait intérêt à ce que Buhari soit élu, parce que Buhari, ce n'est pas du côté de Boko Haram, ce n'est pas good luck. Donc, en tout cas, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que Boko Haram est aussi au nord du Nigeria, avec des Peuls, avec des Kanouris. Il y a quand même aussi quelque chose qui est transfrontalier aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a un phénomène qui est assez large. Et en tout cas, voilà, le Nord a gagné, ça c'est une certitude, et c'est normal, avec les événements en plus qui se passent. Good luck ne pouvait pas rester plus longtemps au pouvoir, c'est obligé. Alors, l'actualité internationale est aussi rythmée par d'autres événements et je pense notamment à ce qu'il se passe au Yémen, Hugo. A priori, ça bouge aussi de ce côté-là, avec, puisqu'on était dans l'actualité présidentielle, un président qui se fait mettre gentiment de côté. Enfin voilà, hein, situation. Oui, bon, on va pas seulement parler du président, mais Non. ce qui m'a intéressé, c'est vrai qu'il y a deux dossiers chauds en ce moment, euh, pour le coup, au Moyen-Orient. Il y en a tellement au Moyen-Orient de sujets chauds, mais bon, là, l'actualité se focalise, dirons-nous, sur deux pays en particulier, le Yémen et l'Iran. Et ce qui m'intéresse dans ces deux sujets, ces deux pays, c'est la position. On a parlé de pivot des États-Unis vers l'Asie. Il y a également un pivot au Moyen-Orient qui se met en place, une espèce de tension, dans le sens où les États-Unis se tournent de plus en plus vers l'Iran. L'Iran, c'est la force chiite au Moyen-Orient, et cette tension-là se retrouve également au Yémen. Alors, rapidement, qu'est-ce qui se passe au Yémen? Tu l'as dit, il y a un président, le président Hadi, qui s'est fait expulser d'abord de la capitale Sanaa, qui s'est ensuite fait expulser de la deuxième ville du pays, il y a pas de, il y a quelques, au fin du mois de mars, donc une semaine de cela, et qui aujourd'hui se retrouve en Arabie Saoudite. Ça peut sembler assez surprenant. On va dire, qu'est-ce qui se passe? L'Arabie Saoudite, en fait, a déclenché, elle est à la tête d'une coalition internationale, a déclenché des raids aériens en soutien au président Hadi, qui est arc-bouté, qui est expulsé de son propre pays, un pays qui finalement est dans une situation assez paradoxale, un pays qui a une moitié de tête. Est-ce qu'on va dire qu'il n'a plus de tête? Le président est toujours là, il est légitime a priori. Simplement, voilà, des États voisins interviennent pour expulser les Houthis, qui sont les forces rebelles, les forces chiites. Donc voilà, l'axe, on parle parfois dans le Moyen-Orient, une théorie qui a plus ou moins de solidité, de croissant chiite, d'arc chiite, selon les termes. Voilà, les chiites, en tout cas, sont en présence au Yémen et combattent le président en place. Je me permets de signaler, qui a été mis en place suite au printemps arabe. On parle assez peu du Yémen. On a parlé assez peu du Yémen. C'est pas là où il s'est passé le plus de choses. Mais ce qui s'est passé en tout cas, c'est que le président d'alors est tombé. Le président, voilà, Ali Abdallah Saleh est tombé alors qu'il était au pouvoir depuis 1978. Donc il était dans la veine des grands dirigeants présents depuis une trentaine d'années. Il est tombé quand même en 2012. A été mis en place un nouveau dirigeant qui lui aussi est balancé et qui doit, pour rester en place, on va le voir dans les semaines à venir si la situation se restaure, le calme et son pouvoir même se restaure, mais il est dans une situation balancée, sachant d'ailleurs, et ça peut aussi surprendre les auditeurs, sachant que le Yémen est un pays pauvre. On se dit, nous sommes dans la péninsule arabique, proximité de l'Arabie Saoudite, du grand voisin, proximité du Qatar, proximité également des Émirats. On va avoir des pays riches, des pays pétroliers. C'est un pays pétrolier, mais ce n'est pas pour autant un pays riche. C'est un pays largement gagné par la pauvreté. Gagné également, là ce n'est pas l'État islamique, mais c'est
Al-Qaïda, AQPA pour la péninsule arabique, qui, pardon, je disais, c'est Oui. AQPA majoritairement, mais également l'État islamique qui gagne du terrain. Voilà, je me suis un peu emmêlé, pardon. Donc AQPA et l'État islamique, deux forces pourtant contraires qui, dans leur contrariété, dans leur opposition, ont un ennemi commun qui est l'État yéménite. Donc voilà, toutes ces forces-là, plus les forces chiites, cette division chiite-sunnite, amène à cette fragilité de l'État yéménite. Alors, j'ai envie de dire merci Hugo, Yémen. Euh, Merci Bob. Marc, sur ce que les éléments que qu'Hugo a donnés ici te semblent tout à fait cohérents avec la situation au Moyen-Orient? Cohérence. Alors déjà, c'est pas les mêmes pays. Donc, en tout cas, vraiment, bon, je connais 2-3 trucs, mais en tout cas, sur la situation du. Alors, je sais pas, vous préférez Moyen-Orient, Proche-Orient, qu'est-ce que vous préférez? Je sais pas. En tout cas, c'est une appellation française, Proche-Orient, Moyen-Orient, c'est ce qu'on dit le plus généralement, je crois. Il faut suivre. Il faut suivre les gens qui écrivent là-dessus. Oui, non, c'est assez cohérent. Et l'élément que, voilà, je me suis dit ce qu'il va le dire, parce que pour moi, c'est le seul truc qui m'est marqué, c'est justement la pauvreté du Yémen. C'est vrai que c'est entouré de richesses, on va dire, et c'est un des pays qui, bon, alors à mon avis, C'est un des pays les plus pauvres du monde. les plus pauvres du monde, c'est ça qui est assez étonnant. En tout cas, voilà, je ne sais pas vraiment, je connais pas vraiment la situation au Yémen. D'autres pays, je connais un peu mieux. Mais bon, je laisse Hugo développer parce que justement, on a envie d'en apprendre peut-être un peu plus. Oui, non, alors peut-être développer sur cette coalition. Je parlais, l'actualité se fait autour de cette coalition menée par l'Arabie Saoudite, coalition qui donc va finalement soutenir le président, pardon, Hadi. La chose est que l'Arabie Saoudite, pays du wahhabisme, pays de l'islam sunnite radical, comment dire, puritain, va finalement le soutenir après avoir, un peu paradoxalement, mais tout à fait stratégiquement, laissé faire les Houthis. Elle a laissé le pays dans le trouble, et elle a finalement, quand le trouble était trop grand, décidé d'intervenir, car elle ne pouvait pas tolérer que les chiites reprennent la main. Ce n'était pas tolérable. Autre chose, et ça va dans mon prolongement, je soulignais le lien qui existait entre les deux dossiers du moment, le Yémen et l'Iran. L'Arabie Saoudite va avoir du mal, et a du mal aujourd'hui, à entendre que les États-Unis puissent se rapprocher de la force chiite que représente l'Iran. L'accord qui va être signé, puisque on n'en est pas loin, certaines sources parlent d'ailleurs d'un accord qui est sur le point de sortir. Accord, voilà, pour faire très vite, on va mettre un peu, lâcher du lest pour l'Iran, en échange. Voilà, on va lâcher du lest sur les sanctions, mais en échange, l'Iran va aussi devoir lâcher du lest sur son programme nucléaire. Voilà le deal. Autour de la table se trouvent les 5 membres permanents à l'ONU, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Chine, Russie. Se trouve également l'Allemagne et se trouve donc l'Iran qui est le principal concerné puisque c'est elle qui développe un programme nucléaire. Il y avait une sorte de grand blocus, notamment sous Ahmadinejad. Aujourd'hui, sous la nouvelle présidence modérée de Rouhani, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Rouhani, merci Nicolas, on a réussi à lui faire dire un mot. Ses premiers mots, peut-être faire souffler une bougie, non? C'est juste dommage, Rouhani, voilà, le président. J'avais pas allumé le micro, mais bon. Ah merde. Mais ne t'inquiète pas Nicolas, j'ai bien entendu, le président Rouhani, le président modéré de l'Iran, on va vers un rapprochement qui gêne également l'autre force moyen-orientale qui est Israël. Là aussi, c'est une alliance un peu incongrue qui n'est sûrement pas dans les papiers, évidemment, rien d'officiel, entre l'Arabie Saoudite et Israël. Mais la force des circonstances fait que les États-Unis vont vers un détachement, se détachent d'une part de l'Arabie Saoudite, d'autre part d'Israël, pour se rapprocher de l'Iran, pour avoir une sorte de nouvel équilibre. Alors, on va pas pouvoir vraiment faire de grands pronostics. On va pas
prendre notre boule de cristal et voir ce qui va advenir après cet accord. On ne sait même pas de quoi cet accord sera fait. Mais je pense que voilà, cet accord va, en tout cas, vers cette logique-là. Les conséquences ensuite sur la situation au Moyen-Orient, sur la situation en Israël-Palestine, qui peut la définir? Pas moi en tout cas. Moi, je pense que, encore une fois, je suis un profane dans ce grand espace du Moyen-Orient, mais je ne vois pas quel serait l'intérêt pour les États-Unis, même s'il y a un accord qui est peut-être en train d'être préparé, je ne vois pas l'intérêt qu'ils auraient à se détacher foncièrement de l'Arabie Saoudite et d'Israël pour se rapprocher de l'Iran. Si j'ai bien compris, c'était un peu. Ah, bah voilà, il veut parler. En tout cas, je vois pas l'intérêt. Voilà, il va parler, ça y est. Oui, on va y arriver. Alors, ça y est, on a lancé le mot. Tu sais. L'intérêt. Non, je termine, mais je vois pas l'intérêt. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, Israël, c'est depuis des décennies, on va dire, que c'est comme ça. Alors, sur l'Arabie Saoudite, il y a un accord depuis 1945. L'accord qui s'appelle, qui est surnommé accord pétrole contre sécurité, qui lie États-Unis et Arabie Saoudite. Les États-Unis, simplement, il y a cette nouvelle conjoncture du pétrole notamment. Les États-Unis se mettent à produire de plus en plus de pétrole, et d'ailleurs, ils ont l'autorisation de l'exporter depuis assez peu longtemps. Le pétrole de schiste en l'occurrence. Donc, moindre dépendance. De plus en plus également de producteurs à l'échelle internationale. On a cité le Nigeria. Les États-Unis essayent également de se placer en Afrique pour récupérer du pétrole par d'autres moyens, en sortant d'ailleurs du cartel de l'OPEP. Autre chose, sur Israël, c'est vrai qu'il y a une tension de plus en plus forte, mais je pense que la posture ultra têtue de Benjamin Netanyahou amène une grande frustration pour l'administration états-unienne et en l'occurrence Barack Obama. On sait par certains offs qui sont sortis l'agacement terrible de Barack Obama à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Et donc je pense que ça joue également dans ce pivot, on peut appeler ça un pivot je pense. Autre chose, l'Iran est également un pays producteur. Un pays producteur, si je ne dis pas de bêtises, de gaz et de pétrole. Donc là aussi, il y a des ressources à exploiter, sachant qu'il y a un blocus sur l'Iran. Et c'est la vague en ce moment. Les États-Unis ont fait péter sont en train d'enlever le blocus sur Cuba. Pourquoi pas faire tomber celui qui touche l'Iran, même si ce sont deux situations incomparables par ailleurs. Nicolas? Oui, donc en fait, je pense que la politique des États-Unis, elle est marquée par un grand pragmatisme, parce qu'en fait, ils ont intérêt, enfin, comme l'a dit Hugo, leurs intérêts économiques sont plus portés vers la zone asiatique maintenant. C'est vrai. Donc, ils se désintéressent majoritairement de la zone moyenne-orientale. Et comme ils sont devenus des producteurs de pétrole importants et qui peuvent presque tendre vers l'indépendance, ils n'ont plus besoin du pétrole saoudien. En plus, il y a effectivement un agacement très certain envers la politique israélienne et vis-à-vis de la Palestine qui ne débouche sur rien depuis des années. Sachant en plus que, pragmatiquement, ils remarquent que l'Iran peut être un allié dans la guerre contre l'UI, puisque l'Iran est impliqué sur place en envoyant des officiers et des financements pour les milices chiites en Irak et en Syrie. Donc, de ce point de vue-là, la politique des États-Unis de se détacher de l'Arabie Saoudite et de se rapprocher de l'Iran est très pragmatique. Mais en dehors de ça, il y a peut-être un accord qui va être trouvé, ça, oui, c'est possible. Mais je ne sais pas s'il va vraiment... Enfin, parce que aux États-Unis, Barack Obama, il est coincé par le Sénat et le Congrès dans lequel les démocrates sont minoritaires, alors que les républicains, eux, sont complètement opposés à un accord avec l'Iran. Et sont justement dans la surenchère pour essayer de l'éviter. Et du côté iranien, c'est aussi la branche des ultra-conservateurs qui est dominante, puisque à l'élection du Conseil des sages qui a eu lieu récemment, le candidat modéré, qui est un ancien président iranien, Rafsanjani, je crois, a été battu par l'ultra-conservateur, un ayatollah. Et donc, de ce point de vue-là aussi, du côté iranien, est-ce que vraiment un accord va être réussi à être trouvé? C'est pas certain. Hugo? Oui, sur le moment presque Daesh, en ce moment lutter contre Daesh par
amène, évidemment, encourage ce genre d'alliances qui peuvent être surprenantes. C'est vrai que notamment, autre pays qui fait sensation dans la région, la Syrie, il y a une espèce de balancement, on ne sait pas trop quoi faire, parce que si l'on abandonne trop El-Assad, il va avoir un déferlement qui est déjà assez important, expansion territoriale assez importante, mais il peut y avoir un déferlement sur la Syrie de la part de l'État islamique. Donc il faut se positionner, et voilà, peut-être que, mais je pense que Nicolas a raison sur ce point, que ce danger de l'État islamique amène à accélérer le processus de rapprochement avec l'Iran. Et d'ailleurs, Nicolas parlait du Congrès américain qui va certainement bloquer ce processus, va tenter de le bloquer, je ne sais par quel moyen. Benjamin Netanyahou, lors de sa campagne électorale, a fait une visite, presque une visite d'État aux États-Unis. Ce n'était pas une visite d'État parce qu'il n'était pas là pour rencontrer Barack Obama, il était là pour rencontrer justement les parlementaires et en l'occurrence ses amis, en quelque sorte. Il n'était même pas invité d'ailleurs par Obama. Non, il n'était pas invité. Il a été invité d'ailleurs par le président. Voilà, par le président. Le chef des Républicains. Voilà, le chef qui dirige le Congrès de par sa majorité. Invité par les Républicains à venir faire un discours pour critiquer la discussion qui a lieu actuellement à Lausanne sur le nucléaire iranien, refaire en quelque sorte son discours qu'il avait tenu à l'ONU il y a de ça 2 ans, je crois. Avec la bombe, là. Voilà, avec le petit dessin de la bombe et dire attention, la bombe va sauter sur nous. Mais nous, on l'a aussi. Voilà, ça, il ne le disait pas. Mais voilà, il faut se rappeler aussi qu'Israël a la bombe. Voilà, pourquoi... Je serais un peu provocateur en disant pourquoi l'Iran ne l'aurait pas. Évidemment, il ne faudrait pas que l'Iran ait la bombe, comme il n'aurait pas fallu qu'Israël l'ait. Alors à ce propos, on en est où d'ailleurs sur le nucléaire iranien? Alors, c'est ce qu'on disait. L'accord, un accord risque que d'aboutir. Du coup, pour reculer le processus d'enrichissement, etc., pour obtenir quelque chose de dangereux pour l'Iran. Donc, on recule ça, vous faites plus rien les mecs, et en échange de quoi on va baisser les sanctions, parce que c'est une des grandes armes diplomatiques aujourd'hui, les sanctions économiques simplement, donc plus d'exportation. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Voilà, comme on a fait avec la Russie notamment autour de la guerre en Ukraine. Marc souhaite peut-être réagir, non Et Nicolas, non? Ouais. Je sais pas si c'est partagé en fait l'intérêt de l'Iran sur l'avantage de supprimer ou pas parce que l'Iran souffre beaucoup évidemment de l'embargo, en plus de la chute du prix du pétrole bien sûr. Donc ce qui fait que ça lui pose même en ce moment récemment des problèmes à financer le Hezbollah ou des mouvements de milices chiites contre l'État islamique. Mais en même temps, le fait de posséder la bombe, c'est un élément de prestige vis-à-vis du monde musulman. Sachant qu'en plus, les sunnites, même s'ils détestent les chiites, ils ont une forme d'admiration envers le gouvernement iranien qui a réussi à créer un État solide. Voilà. Donc ce serait un moyen dans la lutte régionale contre l'Arabie saoudite, qui est un peu le tenant du sunnisme, d'affirmer sa puissance. Honnêtement. Mais après, de savoir à quel moment ils pourront obtenir la bombe, de savoir quels accords, quel genre d'accord on va arriver sur quel genre d'accord on va arriver à aboutir, quelle sera la posture d'Israël également, parce qu'Israël a déjà bombardé des usines nucléaires iraniennes, l'a fait une fois je crois, pour arrêter le processus, du moins le ralentir. Israël n'est pas dans les discussions. Elle ne fait pas partie des 5 membres permanents et elle n'a pas été rajoutée au même titre que l'Allemagne a pu l'être. Mais Israël joue quand même un rôle. Elle est très présente. Benjamin Netanyahou ne cesse d'aboyer en ce moment pour dire attention, on arrive à quelque chose de très dangereux. Ce rapprochement ne doit pas advenir. Mais on pourrait passer à autre chose que du diplomatique si le processus de nucléarisation venait à aboutir.
Affaire à suivre donc sur Affaire à ce suivre sujet. évidemment. Déjà, voir dans Ouais. les jours à venir la Parce publication que qui sera finalement, faite. s'il n'y a pas de rapprochement, est-ce que l'Israël décidera d'attaquer l'Iran? Ira jusqu'à attaquer l'Iran? Ouais, Mhm. ça serait d'ailleurs assez dangereux d'attaquer en ce moment, de déclarer une guerre interétatique en ce moment, sachant la menace que représente Daesh. Donc, ajouter, euh, certes, il y a énormément de conflits civils, de guerres civiles. On l'a vu sur le cas du Yémen notamment, mais il y a énormément d'autres pays, le Liban, Israël également est dans une guerre civile, si l'on prend l'ensemble de la Palestine. Ajouter à cela une guerre internationale, ça, ça serait beaucoup de choses. En tout cas, il y a un environnement tendu au niveau international sur ces questions-là Ah, mais et qui se poursuit évidemment. c'est toute la caractéristique de la poudrière moyen-orientale en même Il n'y a temps. pas que des avions qui se crachent dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Non, c'est dans les Alpes, il me semble-t-il. Dans les Alpes. Voilà, il n'y a pas que des avions qui se crachent dans les Alpes. Dans l'actualité, il y a bien sûr plein d'autres choses. Est-ce que tu avais des choses à rajouter sur ce sujet, Hugo, Voilà, peut-être? oui, juste une chose. Voilà, tu parlais justement, ça me fait tiquer. On a parlé énormément dans l'actualité de cet avion qui s'est crashé dans les Alpes, des élections départementales. On a eu une actualité énormément nationale ces derniers temps, alors qu'il y avait d'autres sujets Et oui, internationaux. ça vient par salve, tout ça, hein. Mais oui, mais c'était étonnant de savoir si il a. Non, mais voilà, cette affaire de Écoutez. l'avion, bon, ça a touché des civils, évidemment, des ressortissants français. Mais voilà, là, on est au moment de l'enquête. Je pense qu'il faut laisser la chose retomber. On a retrouvé une boîte noire. Voilà, laissons le temps et exploitons un peu plus des sujets comme le nucléaire iranien, où là, il y a des vraies choses qui se mettent en place, Ouais. d'autant plus que Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères et du Développement international, était sur place. Peut-être une dernière chose, justement sur l'Iran et Israël. Bon, en fait, j'ai peut-être un peu être dans la prospection et dans l'exagération, mais de toute façon, dans les accords là, à 5+1, parce qu'on parlait 5+1, bon, je dirais que la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, ils ont un rôle un peu, enfin, pas décoratif, mais pas loin, quoi. La Chine, de toute façon, s'engage pas jamais trop, mais la Russie, elle est l'alliée de l'Iran depuis longtemps. Et il y a eu aussi, puisque Israël a de moins en moins de bonnes relations avec les États-Unis, il y a aussi eu un rapprochement Israël-Russie, sachant et en plus, il y a pas mal d'immigrés, immigrés russes qui se sont installés en Israël. Donc, est-ce que la Russie peut pas aussi jouer un rôle de rapprochement entre les deux pays? Ça, c'est à voir. On consacrera, j'espère, d'ici la fin de la saison, une émission à la Russie, notamment. On en avait discuté avec Hugo. Il faudra qu'on prépare cette émission. Donc, ce sera peut-être éventuellement un pan qui pourrait être développé. J'ai vu que Marc avait une réaction également. Mais c'était tout à l'heure pour faire réaction, pour réagir à ce que, du coup, à ce que dit Nicolas. C'est vrai qu'au niveau de la Russie, depuis le début du 20e, surtout, il y a quand même une histoire entre Israël et la Russie qui est proche, avec notamment suite à la révolution russe. Il y a quand même eu cette alliance qui, de proche en proche, n'a jamais été faible, on va dire. Bon, je reverrai à d'autres ouvrages qu'on citera. Mais en tout cas, non, Hugo disait, on n'en a pas parlé, etc. C'est comme les élections nigérianes. Moi, j'en ai pas entendu parler du tout. J'ai pas entendu parler du Yémen, hein. C'est ce qui fait que c'est des personnes extérieures qui m'en ont parlé par le biais. Mais en tout cas, je préfère qu'on n'en parle pas, qu'on en traite en disant n'importe quoi. Si c'est juste pour dire il s'est passé ça, point à la ligne, ou alors pour répéter la même chose, ça ne sert pour moi strictement à rien. Pour des bonnes émissions de débat, il reste des émissions de débat populaires et qui marchent comme c'est dans l'air ou autre. Mais en tout cas, voilà, je préfère qu'on n'en parle pas, qu'on dise n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois qu'une élection se passe, ou alors en Afrique ou même ailleurs, ou un truc se passe au Moyen-Orient, on communique de l'information et on fait du buzz. On dit oh, il se passe ça, c'est terrible, etc. Mais on n'explique pas vraiment. C'est-à-dire que mais même si c'est voilà, il calcule ça, c'est un peu un calcul coût-bénéfice en sachant oui, alors qu'est-ce qui va nous faire pleuvoir plus d'audimat, c'est plus ça ou plus ça. Et bien au final, ce sont des sujets qui méritent d'être traités plus en fond, notamment pour le Nigeria et autres.
Eh bien, merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Hugo, merci Nicolas, merci Marc. Merci Nico. Oui, Walid qui me fait signe. Merci Walid d'être venu pour les 2 dernières secondes. On va se retrouver normalement très rapidement pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect avec de nouveaux sujets, bien entendu. Vous pouvez nous retrouver sur Politiquement Incorrect sur Facebook, c'est Incorrect sur Twitter et politique@radio-rec.fr par mail. Et puis bien évidemment sur le site de Radio Rec, radio-rec.fr, les podcasts, les vidéos, toutes les émissions de la radio, et y compris Cinebdo qui revient normalement demain, j'espère. Sinon pour une fois que je leur fais de la pub, j'aurais l'air bête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle soirée et à très vite. Bonsoir. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Radio Rec. La radio étudiante.